Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et on parle de ces rendez-vous manqués de Michel Barnier avec Gabriel Cluzel et Catherine Ney, des Gabriel Attal, avec lequel Michel Barnier devait s'entretenir ce matin. Et d'après ce que nous racontent les journalistes politiques d'Europe 1, il devait venir avec 3 personnes, puis il est venu avec 8. Non, il voulait venir avec 8 personnes et Catherine Ney. Et Michel Barnier a dit non, vous venez à 3 comme les autres. Voilà. Donc, on ne voulait pas montrer les muscles. Donc, ils se sont braqués et ce sont eux qui ont refusé l'invitation. Oui. Et donc, on leur a proposé, on va leur proposer un autre rendez-vous. Enfin, le Matignon leur proposera un autre rendez-vous, mais ce sont eux qui ont dit non. Mais pourquoi tout ça prend autant de temps ? Pourquoi est-ce qu'on dit... Enfin, pardonnez-moi, mais vous êtes journaliste politique, Catherine. Nous, on est un peu... Voilà, on a le nez dans le guidon, on sait comment ça se passe. Mais expliquez aux auditeurs qui... c'est pas grave, on est 8, on en enlève 5 et puis on vient dans 1 heure. Pourquoi est-ce que tout ça prend... on va leur donner un autre rendez-vous. On a l'impression d'être chez un spécialiste d'une partie du corps où il y a des rendez-vous à 6 mois. Vous vous rendez compte, il n'y a pas de budget, on doit constituer un gouvernement, personne n'y comprend rien. Il s'agit des crispations personnelles, des agacements, de la Macronie qui a peur que les LR arrivent et il les regarde comme si c'était une armée d'occupation. Pour l'instant, peut-être que Michel Barnier est trop silencieux parce que, y compris chez les LR, aucun n'a vraiment eu de réponse en disant toi, je te retiens et tout ça. Pour l'instant, on en est au stade où Michel Barnier a cru ce que lui disait Michel Macron lorsqu'il l'a désigné, c'est de dire tu as carte blanche, tu fais ton gouvernement comme tu veux, tu choisis qui tu veux. Il lui disait même pas tu gardes un tel ou un tel, il ne lui disait rien. Et c'était l'époque où le secrétaire général de l'Élysée, en disant mais nous maintenant on est loin des affaires. Enfin voilà, il faisait comprendre que Michel Barnier c'était pas Attal 2. Bon. Et puis au fil des gens, au fil des rencontres, Michel Barnier s'aperçoit que d'abord le président ne veut pas avoir son regard sur ce qui serait normal, la défense et le Quai d'Orsay, mais aussi l'intérieur, et enfin voilà. Et qu'il est de plus en plus, quand on lui propose des noms, il dit non. Oui, mais peut-être qu'il propose trop de LR. Là, on a un tweet de Julien Nenny, qui est un confrère, qui cite un cadre LR qui dit « L'entretien de Barnier avec Macron s'est très mal passé hier. Il lui a présenté une ébauche du gouvernement et le PR, donc le président de la République, lui a dit « Ça ne correspond pas à l'idée que je me fais d'un gouvernement d'union nationale. » Eh bien oui, parce qu'il lui demandait en plus de faire un d'ouvrir au-delà, même avec la gauche. Bon. Mais il a, dans l'équilibre de son gouvernement, il disait qu'il y aurait un tiers de LR, un tiers du groupe central, un tiers, je sais pas, enfin voilà, mais les LR n'excéderaient pas un tiers, mais peut-être leur réservait-il des grands ministères. C'est peut-être ça, Gabriel Cluzel. Oui, alors c'est vrai que l'accouchement est douloureux, sans péridurale, visiblement. C'est compliqué. Et c'est vrai qu'il faut quand même se mettre à la place des Français. Ça passionne les journalistes politiques, nous sommes tous. Mais c'est vrai que... c'est Michel Barnier qui appelle Catherine Ney, là, on dirait. C'est peut-être une annonce. Si c'est lui, prenez-le, parce qu'on profitera de la conversation. Et c'est vrai que pour les Français, on a attendu ce Premier ministre comme on attendait Godot ou la belle Arlésienne, et rebelote. Ça recommence. Et je rappelle quand même que Michel Barnier a fixé lui-même une date butoir. Il a dit ce sera fait à la fin de la semaine. On a l'impression que c'est à la fois la quadrature du cercle, le rocher Sisyphe, il n'arrive à rien. Et chaque camp, quand je prends celui d'Attal comme celui de Barnier, les LR face aux macronistes se font un procès en illégitimité. Et tous les deux disent quand même, vous avez quand même de la morgue. Le LR dit aux macronistes vous regardez votre bilan, c'est quand même pas terrible. Et si nous en sommes là, c'est à cause de vous. Et les autres disent les LR, faites profil bas parce que vous êtes quand même, vous avez fait des scores qui sont pas fameux. Donc c'est vrai que on arrive à une situation complètement tendue. Tous les noms proposés ne peuvent satisfaire. Comment voulez-vous à la fois faire circuler le nom de Bellamy, puis le nom de Cécile, la maire d'Avignon PS, qui a appelé à voter Raphaël Arnaud. Vous voyez bien que unir la carpe et le lapin, c'est quand même à un moment irréalisable. Mais je crois aussi qu'on a tâté des gens de gauche pour pouvoir dire au président que la gauche, ça ne marchait pas. Voilà.
Alors, je voulais qu'on écoute Valérie Boyer, elle est sénatrice LR des Bouches-du-Rhône, et elle parle justement du rapport de force qu'il y a entre les deux hommes, et quand je dis les deux hommes, c'est Attal et Barnier. Gabriel Attal, j'ai l'impression qu'il doit montrer des muscles pour montrer qu'il est le président, il n'est plus Premier ministre, donc il doit s'affirmer pour montrer qu'il est président du groupe de l'ex-majorité présidentielle. Il y a un peu d'amertume. Probablement, mais bon, à la limite, peu importe. De toute façon, Michel Barnier n'a pas de compte à rendre plus au président du groupe Renaissance qu'aux autres. Il a des comptes à rendre aux Français, il compose son gouvernement. On revient à la photo, à la passation de pouvoir sur le perron de Matignon. On a l'impression que Gabriel Attal voulait sortir dignement avec un discours qui était extrêmement long. Et puis Barnier qui l'a un petit peu rattrapé en disant vous permettrez que je mette ma valeur ajoutée aux choses que je veux dire. En attendant, je suis un peu Premier ministre, donc c'est moi qui vais faire les choses. Il disait une expérience de 8 mois, c'est bien, mais voilà. Oui, il a un peu mouché. Non, mais je crois que ce qui envenime les choses, ça a quand même été hier Gérald Darmanin qui, alors c'est vrai, il a été reçu par le Premier ministre, qui lui a la félicité pour la façon dont s'étaient déroulés les Jeux Olympiques, enfin sur tout ce qu'il avait fait au ministère de l'Intérieur, mais il lui a aussi dit qu'il ne l'intégrerait pas dans son équipe. Voilà. Et je pense que ça, c'était pas du tout. Je crois que Gérald Darmanin se voyait au Quai d'Orsay, donc ce niet ne lui a pas plu, et donc, il a essayé de mettre, voilà. C'est comme ça qu'est venue ensuite la polémique sur les impôts. Oui, absolument. Donc après, il a dit donc je ne soutiendrai pas. Donc c'est une vengeance, une vendetta personnelle. C'est une vengeance parce que ils ont parlé de la situation catastrophique et qu'il disait il va falloir regarder en termes de justice fiscale. Mais le Premier ministre ne lui en a pas dit plus. Oui. Et donc il a redit ce qu'il a dit à TF1 en fait. Oui, pas plus. Et donc Darmanin a trouvé, d'ailleurs, donc il manifeste son opposition et surtout il a été aidé en ça par la presse qui, sur toutes les chaînes, a lancé des débats sur les nouveaux impôts et chacun y allait de ce qu'on pourrait, voilà, tous les impôts qu'on pourrait mettre et tout ça. Et donc, c'est normal qu'on se pose la question. On se pose la question alors que le Premier ministre n'avait rien dit. Donc on échafaude sur une supposition et ça sur une rumeur. Sur une rumeur et ça entièrement mené par Darmanin qui, voilà, il n'a pas son gouvernement, qu'il a déjà des frondeurs. Donc c'est quand même, vous voyez, je comprends qu'il soit un petit peu agacé, le Premier ministre. Oui, Gabriel Cluzel. Oui, néanmoins, si vous me permettez, je pense que cette question de la hausse des impôts, c'est un point de cristallisation extrêmement fort. S'il y a un sujet sur lequel s'allient, par exemple, le RN et le Nouveau Front Populaire, enfin le Nouveau Front Populaire, si, les impôts pour les riches, oui, mais le RN et les LR, c'est ce point-là. Mais oui. Donc, si vous voulez, laisser courir cette ambiguïté, c'était une erreur. Même ce qui a été dit au journal, comme vous l'avez évoqué, eh bien, c'était déjà trop. Parce que, encore une fois, c'est un point d'indignation fort. Pour des raisons diverses, mais convergentes. Complètement bien sûr, il aurait fallu fermer la porte. Fermer absolument la porte. Parce que la gabegie actuelle qui désole tant les électeurs du RN comme ceux de LR, eh bien, ce n'est pas possible d'entendre qu'elle pourrait être encore alimentée par des impôts supplémentaires. C'est ça, je crois qu'il aurait fallu qu'il soit très ferme là-dessus. On va en parler dans un instant, Catherine. On va en parler dans un instant. Je voulais juste vous signaler que Dimitri Pavlenko, avec Anicia Dedi, bien sûr, vous donne rendez-vous demain dès 7h. Et ils ne sont pas seuls. Olivier Delagarde, Sonia Mabrouk, Vincent Hervouet, Emmanuel Ducrot, Eugénie Bastier, Catherine Ney le vendredi. Toutes les signatures Europe 1 Matin et l'ensemble de la rédaction vous attendent. Europe 1 Matin de 7h à 9h. Dans un instant, on se retrouve avec Catherine Ney et Gabriel Cluzel pour parler de Michel Barnier et de ses premiers déboires alors que le gouvernement n'est même pas encore constitué. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Hypothèse ou rumeur, cette hausse d'impôts, on a dit que c'était une rumeur avec les informations de Catherine Ney et de Gabriel Cluzel. Je voudrais qu'on écoute François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, invité ce matin de BFM TV. La bonne proportion, probablement, c'est que 3/4 de l'effort soit fait par des économies de dépenses. On ne peut probablement pas tout faire par les économies de dépenses, même si c'est le remède prioritaire, j'y insiste. Et exclure complètement les hausses d'impôts, je crois que ça n'est pas sage, ça n'est pas réaliste. Si on doit faire un effort fiscal,
pas un milliard. De l'ordre de 5 milliards. Okay. Ce sera au futur gouvernement et au Parlement de l'apprécier. Et là, je crois qu'il serait très souhaitable de ne pas toucher aux classes moyennes et aux PME, parce que ça augmenterait leur attentisme ou l'incertitude dont nous parlions tout à l'heure. Par contre, il ne faut pas exclure un effort exceptionnel et raisonnable de certaines grandes entreprises ou de certains gros contribuables. Par exemple, tant qu'on n'est pas revenu sous les 3% de déficit. Ça peut être un effort temporaire. Autre déclaration importante, celui du premier président de la Cour des comptes. Il était auditionné par la Commission des finances ce matin, Pierre Moscovici. En réalité, je pense qu'il faut un raisonnement un peu plus fin, un peu plus granulaire, et dire que les effets sur la croissance dépendent des mesures d'ajustement qui seront retenues. En particulier, des hausses d'impôts sur les entreprises ou sur l'ordre du travail peuvent avoir des effets dépressifs moindres, même à court terme, par rapport à certaines dépenses publiques, mais ont des effets négatifs croissants et persistants. Pourquoi ? Parce que ça affaiblit assez durablement notre compétitivité, ça augmente le taux de chômage structurel. Je pense donc qu'une hausse des prélèvements massives, encore une fois, supposer qu'elle soit acceptée et acceptable politiquement et socialement, pèserait assez durablement sur notre croissance et serait contre-productive à moyen terme. Voilà deux hommes importants, enfin en tout cas deux fonctions importantes dans la France d'aujourd'hui, sur l'économie, les finances, le premier président de la Cour des comptes et le gouverneur de la Banque de France, qui tous les deux disent c'est difficile aujourd'hui d'augmenter les impôts, Gabrielle Cluzel. Oui, c'est difficile, mais ils ne ferment pas la porte. Moi, j'ai été frappée de voir que ça reste... Oui, mais sur des... non, mais attendez, moi je me méfie beaucoup, parce que quand on dit les classes moyennes, c'est quoi les classes moyennes, si vous voulez ? Parce que les classes moyennes, c'est souvent ceux qui sont trop pauvres pour être riches, trop riches pour être pauvres. Donc ceux-là, on leur tape sur la tête toute la journée. C'est ceux qui ont de l'argent souvent enraciné, si j'ose dire, qui ont un petit patrimoine immobilier. Enfin, c'est des gens qui n'ont pas la capacité de partir ailleurs, de faire des arrangements pour échapper précisément à la fiscalité. Et donc taper encore sur la tête des classes moyennes parce que il dit c'est bien de ça dont il s'agit, les classes moyennes supérieures, parce qu'encore une fois, il n'est jamais question de somme dans leurs analyses. Ils ne disent jamais à partir de quel revenu on est considéré comme riche. Donc je crois que c'est devenu vraiment insupportable, surtout que les gens aujourd'hui sont informés sur la gabegie, par exemple, dans les subventions données aux associations. Oui, il faudrait prendre chaque ministère, faire un audit et avoir le courage de tailler là-dedans. Non, c'est vraiment trop. La France est un pays qui croule sous les impôts. Ce n'est plus possible de supporter une pression supplémentaire. Oui, puis quand M. Villeroy de Galhau dit évidemment, ça serait pas définitif jusqu'à temps qu'on soit à 3%. Mais là, je veux dire, avec 3% de déficit, on en a pour 10 ans avant d'y revenir. Alors, et puis quand on fait un impôt, après il est installé, on n'y revient plus. Non, ça serait... Mais j'ai trouvé que Pierre Moscovici était plus suspicieux sur l'augmentation des impôts, parce que lui, il est socialiste et il a vu les ravages qu'ont créé les impôts des gouvernements socialistes successifs. Donc c'est un socialiste lucide. C'était un socialiste lucide, et déjà, il avait trouvé dans le gouvernement Jospin qu'il y avait trop d'impôts. D'ailleurs, ce que Jospin lui avait reproché, vous voyez. Ouais. Donc, même si Jospin et Moscovici, dans cette période-là, je parle sous votre contrôle, avaient un budget quasi à l'équilibre, ce qui n'était pas arrivé. Enfin, c'était... en tout cas, ils avaient les finances publiques. Il n'y a pas eu de budget à l'équilibre depuis 40 ans. Depuis 75. Mais c'était un des meilleurs budgets quand on regarde les budgets des dernières décennies. Oui, mais moi je partage votre avis. Regardez la CSG. Après, il y avait une conjoncture qui était différente. La CSG, ça a commencé tout petit. On nous a dit c'est tout petit, c'était pour aider les personnes âgées. Non, je ne sais plus au début. Et puis c'est devenu, il y a eu une croissance exponentielle. Un impôt qui est installé ne s'en va jamais. Donc c'est aussi clair que ça. Écoutez ce que dit Violette Spielboot. Elle était l'invitée de CNews cet après-midi. Elle demande à Michel Barnier de clarifier sa position. On souhaite, dans les discussions avec Michel Barnier, pouvoir avoir quelques éclairages sur les priorités qu'il souhaite conduire sur les sujets bien sûr régaliens, mais aussi sur la santé, l'éducation, la transition écologique, qui sont vraiment dans notre ADN, et de savoir comment il souhaite faire pour composer son gouvernement avant
qu'il y ait des noms qui lui soient proposés. Donc quelque part, dire sur les impôts, sur l'immigration, sur l'éducation, on a envie de savoir où vous voulez aller pour savoir si oui ou non on participe à ce gouvernement. Et c'est pas une provocation, c'est juste un moment de sérieux où on s'engage dans un gouvernement et on doit être crédible aussi vis-à-vis de nos électeurs. Bon, c'est difficile à comprendre tout ça. Hein. J'ai l'impression que on est dans un flot de paroles là. Je sais pas ce que vous en pensez, Gabrielle Cluzel, mais moi je suis effarée pour les gens. Non, je suis effarée parce que vous savez, ces élections, les dernières élections, on finit par les oublier. Vous voyez, on est tellement dans le jeu politique qu'on oublie ce qui s'est passé pendant les élections et ce qui a justifié que la Chambre soit dissoute. Mais vous imaginez les préoccupations qui occupent l'esprit des Français, elles sont passées à la trappe. Parce que ce qui nous intéresse, c'est le petit jeu entre Gérald Darmanin et Michel Barnier. C'est les uns et les autres, le clan macroniste qui pose ses conditions. Je suis pas sûr que ça nous intéresse. On en parle parce que c'est la réalité. Mais nous sommes obligés d'en parler. C'est bien notre rôle de journaliste. Mais ce que je veux dire, c'est que cette espèce d'attentisme, de ratiocination des uns des autres est désespérante pour les Français, pour lequel la situation n'a pas évolué d'un huitième de quart c'est presque un manque de respect, de centime. En fait, voilà. envers les Français, envers les électeurs. Catherine. Oui, non, ce qui est désagréable, c'est que Gérald Darmanin, on a l'impression qu'il a envie de piéger le Premier ministre sur un motif noble en disant, grâce à moi, heureusement que je lance l'alerte parce qu'il veut augmenter les impôts alors qu'il n'a rien dit. Et c'est très difficile pour Michel Barnier de dire, il est là depuis 15 jours, 20 jours, que déjà il y voit clair dans une situation qui est très compliquée. Et puis, avant de faire un budget, il faut pouvoir les prévisions, pouvoir se projeter pour l'année suivante. Et alors, il y a des paramètres différents. On peut pas dire les choses de manière. Donc, il voudrait être d'accord. Enfin, les EPR voudraient déjà être d'accord sur ce que va faire le Premier ministre, sur l'éducation, sur enfin toutes ces choses. Et après, on dit on verra. Mais non, je veux dire, le Premier ministre, il est nommé. Il faut qu'il fasse il fasse un gouvernement, qu'il fasse son discours d'investiture, et après il y aura des discussions, forcément. Mais est-ce qu'on a droit de soulever cette hypothèse un peu taboue, mais néanmoins qui est quand même une épée de Damoclès, c'est que Michel Barnier jette l'éponge. Si vous voulez, moi je reviens quand même sur ce sondage de Paris Match qui montre qu'il est très populaire. Nous sommes d'accord. Michel Barnier. Donc finalement, les Français se sont dit tiens, c'est un peu le sauveur. Première personnalité politique. Première personnalité politique. Ils se sont dit tiens, et c'est intéressant parce qu'il faut voir ce que représente Michel Barnier, un homme de droite, l'ancien monde, une forme d'élégance dans l'exercice de la politique. Mais peut-être. Il l'avait dit. Si jeter l'éponge, ce serait assez désespérant. Et puis il sortirait, en tout cas personnellement, avec du panache. Il a dit à TF1. Moi, je suis là pour rendre service, j'ai pas de plan de carrière. Voilà. Donc tous ceux qui disent il se présente pour 2027. D'ailleurs, il a une phrase fétiche, c'est toujours dire moi je n'ai aucune fébrilité. Ça veut dire, alors à force de le répéter, il avait un de ses collaborateurs qui m'a expliqué que dans le fond, j'ai compris le sens intime de ce qu'il dit et répète. C'est-à-dire que s'il faut partir parce qu'il supporte plus tout ça, il partira, et qu'il n'a pas envie de se compromettre avec des gens qui vont lui mettre des bâtons dans les roues tout le temps et que ça va être trop difficile. Donc on reviendrait à la case départ. Et voilà. Plouf, plouf. Oui, non, mais c'est comme au Monopoly.